Alors, je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à faire cette présentation. Alors, pour ce sujet chaud, donc la place de l'endoscopie interventionnelle dans la prise en charge de la CSP. Bon, je passe sur ça qui a été largement évoqué auparavant par Sarah. Les belles images que Lionel vous a déjà montrées et que d'ailleurs il m'a prêtées pour illustrer les différentes présentations de la cholangite sclérosante primitive. La correspondance en cholangiographie avec des sténoses donc, qui peuvent être soit diffuses, intrahépatiques, soit essentiellement la voie biliaire principale, soit les deux. Les affections malignes, pareil, je passe rapidement dessus. Au premier plan, et c'est là où potentiellement on a intérêt, nous, en interventionnel, c'est le cholangiocarcinome. Et donc voilà, j'en viens au sujet avec un plan très simple qui va être chronologique. Est-ce que la CPRE a une place dans le diagnostic initial ? Alors j'ai repris quelques études. Ici, une étude rétrospective, 36 patients, qui comparait IRM et CPRE. On voit que les sensibilités et les spécificités sont très bonnes dans les deux techniques, 88 à 96%. Une bonne concordance interobservateur pour le diagnostic de CSP, pour l'identification des sténoses intrahépatiques. La CPRE faisait mieux que l'IRM pour le diagnostic et la gravité des sténoses de la voie biliaire principale. Alors c'était en 2006, j'imagine que l'IRM a encore progressé depuis. On peut probablement expliquer ça par le fait que nous, en CPRE, on peut gonfler un ballonnet dans les voies biliaires, notamment dans la voie biliaire principale, opacifier, donc distendre les voies biliaires et peut-être un petit peu mieux voir la voie biliaire principale. Voilà. Ensuite, une deuxième étude. Donc là, la CPRE, à tort ou à raison, était considérée comme le gold standard, 96 patients. Une IRM était faite à M0. Vous voyez une sensibilité de 86%, 77% de spécificité et 83% de précision. Et puis finalement, en cas de doute, il refaisait, ou même de manière systématique, il refaisait une IRM un peu à distance. On voit des très bons chiffres de sensibilité, de spécificité et de précision, des cas de difficultés diagnostiques. Donc voilà, on peut dire que l'IRM quand même est excellente pour faire le diagnostic. Alors une autre étude intéressante qui s'intéressait au coût-efficacité finalement de la modalité diagnostique, faut-il faire donc CPRE ou IRM ? Et ils faisaient une première technique d'imagerie, donc dans le premier groupe IRM, dans les deux autres groupes CPRE, et seulement si le diagnostic n'était pas établi, ils utilisaient une deuxième technique d'imagerie, donc dans le premier groupe une CPRE et dans les autres groupes soit IRM soit CPRE. Le coût est évidemment nettement moindre en cas d'IRM première versus CPRE première. Vous voyez que la probabilité d'un diagnostic correct est excellente dans tous les cas, 99%. Alors certes, la séquence CPRE était plus efficace, mais nettement plus coûteuse. Dans ces études, ils estimaient à 289 000 $ canadiens par diagnostic correct additionnel, et cela sans compter évidemment la morbidité de la CPRE entre 6 et 11%. Donc je crois que vraiment ça vaut pas ou peu le coup de faire des CPRE dans le diagnostic initial, et c'est ce que disent les recommandations, que l'IRM doit être faite pour le diagnostic initial. Et éventuellement en cas de contre-indication de l'IRM ou dans des cas très précis. Donc voilà, le patient après est mis sous acide urso-désoxycholique. Dans la surveillance, on l'a vu, c'est essentiellement l'IRM et l'IRM annuel le plus souvent. Et en cas d'aggravation, on commence par une méthode non invasive, par l'IRM, et c'est ce que disent les recommandations. L'IRM va permettre de trancher entre une atteinte, on va dire, des voies biliaires intrahépatiques, une cirrhose, etc., ou éventuellement une sténose, donc accessible pour nous, voie biliaire principale, canaux proximaux. Et en cas de suspicion de cholangiocarcinome ou de signe clinique, comme l'a dit Christophe, d'aggravation biologique, là, et dans ce cas-là seulement, la CPRE va pouvoir avoir un apport pour essayer de trancher entre le bénin et le malin dans le diagnostic. Alors, quelles sont les techniques pour nous disponibles ? Donc, dans la CPRE classique, on peut faire un brossage, une cytologie de la bile, une biopsie sous scopie, j'y reviendrai, la cholangioscopie, l'endomicroscopie confocale et l'écho-endoscopie. Donc d'abord la CPRE classique, vous voyez, nous on utilise une petite brosse. D'abord on opacifie, évidemment il y a un temps diagnostique, on opacifie, on met en évidence une sténose.
Et après, sous contrôle scopique seul, donc seulement en faisant de la radio, on va aller brosser la sténose. Donc on peut brosser une large zone, mais on obtient voilà, des amas de cellules, comme vous voyez les images à droite, avec une partie de cellules normales bien régulières, et puis la partie de gauche avec vraiment des gros noyaux en dessous du fiche. Et donc ça, c'est un cholangiocarcinome. Alors quelle est la valeur, hein, Christophe l'a dit, on n'est pas très bon en termes de sensibilité, 52%. Le fiche finalement n'apporte pas manifestement beaucoup, hein, 50% également, 87% de précision diagnostique. C'est pas terrible. Alors, il y a la biopsie biliaire. Donc là, nous, on utilise des pinces à biopsie pédiatriques qui sont souples, hein, parce qu'il faut passer la courbure duodénale. Et puis, sous contrôle scopique, on va essayer d'ouvrir la pince et de se coller contre la sténose et d'aller la prélever. Alors, vous voyez sur la droite, hein, le fragment biopsique. Alors là, on est très content, on se dit qu'on est très bon. Comme nous, les endoscopistes, en général, on se dit qu'on est très bon. Et puis, on a un beau fragment. Mais finalement, quels sont les résultats dans la littérature ? Pas beaucoup mieux que le brossage, hein, 48%, et probablement parce que le fait de se repérer sous scopie n'est pas très très précis, et le fragment finalement ne couvre qu'une petite partie de la sténose, contrairement au brossage qui couvre une plus grande partie. Enfin, c'est une hypothèse. Donc est apparue la cholangioscopie, hein, Sarah vous en a parlé, avec ici en fait la deuxième génération, hein, de cholangioscopie qui est apparue, le Spyglass. Vous voyez ici, c'est un tout petit endoscope qui va passer dans le canal opérateur. Il y a un canal d'irrigation, parce qu'évidemment, quand on est dans les voies biliaires, on doit irriguer en continu, on aspire. Et vous voyez à droite, en bas, il y a une petite pince, la SpyBite, qui permet d'aller biopsier les zones pathologiques. Alors vous voyez ici, en fait, ça, c'est les images maintenant de deuxième génération qui sont vraiment très, très, très belles. Avec le canal principal, on voit le canal cystique, on peut aller dans les voies biliaires, alors les canaux proximaux, bien sûr, hein, droit et gauche. On a vraiment des images maintenant d'excellente qualité. Et il faut dire que les études dont on dispose étaient sur le Spyglass première génération, pas sur ce Spyglass-là. Et déjà, nous, on retombe un peu sur notre sémiologie d'endoscopiste avec des sténoses d'aspect bénin, cicatriciel, régulière, versus des sténoses d'aspect malin avec ces espèces de vascularisation très, très prononcée, des massifs tumoraux, etc. Donc là, on imagine bien que notre pince à biopsie va être beaucoup plus précise et aller prélever l'endroit vraiment pathologique. Mais cette pince est plus petite que la pince pédiatrique. Et donc, avant, nous avions juste notre image de sténose. Et là, on va pouvoir aller voir et caractériser sémiologiquement la sténose et surtout la prélever. Et encore, les clichés de cholangioscopie que vous voyez là sont celles de la première génération. Alors donc on est très contents. Ça c'est les études initiales en 2006, hein, 92% de sensibilité, c'est fantastique. On est très très fort. Et puis 10 ans plus tard, sur les méta-analyses, on se rend compte, comme l'a dit très bien Christophe, que finalement on est à 65%. Voilà, c'est un petit plus, mais c'est pas exceptionnel. Alors peut-être que la deuxième génération va un peu améliorer les choses. Bon. Alors l'endomicroscopie confocale, hein, dites le Cellvizio, c'est une petite fibre qu'on vient appliquer sur la paroi et qui fait une sorte de microscopie in vivo. Hein. Donc ça commence à coûter cher, hein, parce qu'il faut le Spyglass, il faut le Cellvizio, petit budget pour la pharmacie hospitalière. Donc en haut, vous voyez des sténoses bénignes avec en fait un aspect vraiment très régulier du réseau. Noir et en dessous, les black plots, ces gros paquets noirs qui signent une sténose maligne. Objectivement, c'est une image très difficile à analyser. Il faut le spécialiste du Spyglass, du Cellvizio, avec vous en salle. Les images bougent beaucoup, c'est vraiment très très difficile. Là, l'étude montrait 78% de sensibilité et 75% de spécificité. Bon, je crois qu'il faut rester très prudent et c'est pas du tout diffusé. Il faut garder à l'esprit l'écho-endoscopie, hein, qui permet l'étude de la voie biliaire principale, de la papille, mais surtout la ponction. C'est-à-dire que dès qu'il y a une zone, une anopathie, une masse, il faut aller mettre une aiguille dedans, où là, on a des sensibilités de 80-90%, bien meilleures que nos techniques actuelles. D'un point de vue anecdotique, il y avait des mini-sondes, donc des petites sondes d'écho-endoscopie qu'on rentre dans la voie biliaire et on fait de l'échographie à ce niveau-là. Pour explorer les sténoses dominantes, il y avait eu un papier. C'est une sonde extrêmement fragile qui est très peu utilisée, mais voilà, il faut le savoir. Et donc un peu en synthèse, vous voyez, comme le disait Christophe, pour l'instant,
nos modalités diagnostiques sont pas très bonnes. Probablement, il faut un peu les additionner, c'est-à-dire faire biopsie, cytologie de la bile, brossage. Voilà. Il y avait une étude de coût-efficacité qui est parue là récemment et qui est en faveur de la cholangioscopie avec biopsie ciblée, qui serait même coût-efficace. Bon, pour l'instant, ce n'est pas recommandé par les sociétés savantes, mais il y a une étude qui va se mener, on va s'y joindre d'ailleurs, pour réaliser une cholangioscopie en premier lieu, enfin la première CPRE, parce qu'il faut savoir que comme nous, on l'utilise en deuxième intention, on met déjà une prothèse, donc la sémiologie endoscopique est plus difficile. Et pour les anapathes, évidemment, quand on fait une biopsie après une prothèse, c'est beaucoup plus difficile à lire. Donc, bon, pour l'instant, pas de cholangioscopie en première intention, mais voilà, à garder à l'esprit. Alors évidemment, tant qu'à faire le diagnostic, on fait le traitement aussi de ces patients. Hein, c'est ce que recommandent la société savante. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Alors, il y a 2 cas de figure, hein, sténose bénigne ou encore indéterminée. On a différentes techniques, soit la dilatation et prothèse de courte durée, dilatation et prothèse plastique itérative. Je vous parlerai rapidement des prothèses métalliques couvertes. Alors la dilatation, donc on a un premier temps qui est donc le cathétérisme des voies biliaires, on monte un cathéter, on monte ensuite un fil guide et on va aller gonfler, on va aller pousser un ballonnet au sein de la sténose qu'on va aller gonfler avec de l'eau et avec du produit radiopaque. Donc vous voyez ici des images avant-après, hein, l'image en haut à gauche, une sténose sous-hilaire, on gonfle le ballonnet pour réduire la sténose et en dessous une sténose d'un canal droit. Les prothèses plastiques, qui sont ces petits tubes perforés aux extrémités, différentes longueurs, différents diamètres, qui sont extractibles. Donc, vous voyez, pour le cas précédent, après la dilatation, j'avais mis une prothèse plastique. Alors, les données de la littérature, pas très faciles à interpréter, hein, beaucoup d'études rétrospectives, pas beaucoup de patients. Donc, en blanc, vous voyez des études essentiellement s'intéressant à la dilatation. En jaune, des études surtout sur les stents et une seule étude rétrospective qui comparait dilatation et dilatation plus stent. Donc dans le premier cas, dilatation, on voit en fait une meilleure survie sans transplantation hépatique comparée au modèle de la Mayo, 81% de survie à 5 ans. Dans l'étude de stent, également une meilleure survie sans transplantation. Tout cela au prix d'une morbidité et de complications potentielles, hein, à 5 à 11%, et notamment un peu plus de complications infectieuses. Alors, il faut être, je pense, très prudent avec la dernière étude de Cariad en 2001, parce qu'il y avait certes beaucoup de complications, à 17,5% de morbidité, avec toutefois 50% dans le groupe stent, qui comprenait 23 stents posés par voie radiologique, ce qui n'est pas le cas le plus habituel, et dans les stents radiologiques, beaucoup plus de complications. Donc des études finalement qui ne nous permettent pas beaucoup de trancher sur la conduite à tenir, et d'ailleurs les recommandations nous laissent faire un peu ce qu'on veut. Dilatation, stent, à notre choix, et donc un traitement premier, et s'il y a une récidive des symptômes ou des aggravations, enfin des perturbations du test hépatique, à ce moment-là, des traitements itératifs. Alors, il y a la question de la sphinctérotomie endoscopique. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, on utilise un petit cathéter, un sphinctérotome que vous voyez en haut à droite, muni d'un fil métallique. Et on va introduire ce sphinctérotome dans la papille et couper pas à pas. Hein. C'est ça le moment un petit peu à risque, on va dire, principalement de la CPRE. Donc, c'est notre premier temps. Donc, il y a toujours la question de est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Alors, pour le faire, finalement, le fait de faire la sphinctérotomie endoscopique lors de la première CPRE, finalement, pour toutes les CPRE ultérieures, ça va clairement diminuer le risque de pancréatite aiguë, diminuer le risque d'échec, diminuer le temps des procédures ultérieures, parce qu'on n'a plus qu'à rentrer dans l'orifice et à dilater. Ce qui est contre, c'est le risque de perforation, hein, quand on coupe trop haut, 0,5%, le risque hémorragique. Il y a des vaisseaux dans l'infundibulum, et le risque infectieux, vous voyez, ces risques sont assez limités. Bon. On peut se poser la question d'une sphinctérotomie courte, mais bon, qu'est-ce que c'est qu'une sphinctérotomie courte? On ne sait pas trop, ça n'a pas été évalué, donc voilà. En pratique, finalement, les sociétés savantes nous disent à évaluer au cas par cas, et si on a l'impression qu'on va partir sur un traitement un peu itératif, voilà, autant la faire, probablement que ça diminue après les risques de procédures ultérieures.
Alors juste un mot sur les prothèses métalliques couvertes, qui sont ces prothèses de plus gros calibre, 10 mm versus 3 mm pour des prothèses plastiques, qu'on utilise évidemment pour des sténoses sous-hilaires, parce que sinon on va aller bloquer le foie contralatéral, et qui sont parfaitement extractibles pendant 6 mois. Donc voilà. Après, il n'y a pas d'études là-dessus, donc on ne peut pas proposer de continuer à tenir très défini. Alors, quand même parler de la sténose maligne, je ne reviens pas sur le traitement qui a été évoqué auparavant. Le seul traitement, évidemment, le seul traitement curatif est chirurgical. Mais alors, l'endoscopie a aussi une place là, puisque finalement, dans l'attente du traitement chirurgical, on peut discuter un drainage endoscopique. Ça améliore la qualité de vie du patient, l'état nutritionnel. Et dans le cadre d'un projet palliatif, on peut discuter soit un drainage exclusif, soit éventuellement un traitement associé à un drainage. Alors ça, c'est un peu notre petite cuisine à nous, mais évidemment, quand il y a un traitement chirurgical, on va proposer une prothèse qui va être extractible, soit plastique, soit métallique couverte. Plastique, évidemment, si l'obstacle est hilaire, pour pouvoir aller ne pas boucher le segment contralatéral. Il faut savoir qu'elles sont perméables en général pendant moins de 3 mois, mais elles sont nettement moins chères. Et la prothèse métallique couverte, uniquement dans la voie biliaire principale, qui est, elle, perméable plus longtemps et plus chère. Dans le cadre d'une sténose maligne, on peut toujours utiliser les plastiques et on peut tout à fait mettre des prothèses métalliques non couvertes qui sont perméables pendant plus longtemps. Alors, deux traitements endoscopiques. La photothérapie dynamique, si vous ne connaissez pas, le principe, c'est finalement d'abord une injection intraveineuse d'un photosensibilisant, le photofrein, et 48 heures plus tard, on éclaire la tumeur avec cette petite fibre rouge qu'on va passer sous contrôle scopique sur la lésion, et puis transmettre finalement, il y a un diffuseur de lumière, et ça pendant 9 à 12 minutes. Il faut savoir que c'est un produit quand même assez cher et qu'après il y a tout un tas de mesures de photoprotection très très contraignantes pour les patients qui doivent en gros rester sous leur drap jusqu'à remonter dans leur chambre et puis après pendant plusieurs semaines mettre écran total, etc. Mais bon, cette étude qui montrait sur 88 patients, 150 procédures, une faisabilité de 100%, 24% d'angiocolite quand même, et une prothèse perméable pendant une médiane de 246 jours, plus important en cas de prothèse métallique, une survie de 15,6 mois par rapport à la date du diagnostic. Le seul facteur prédictif de survie était le nombre de sessions de PDT. Donc voilà. Là, plus récemment est apparue la radiofréquence biliaire, que vous connaissez, les hépatologues, pour le CHC. Donc cette sonde de 8 French qu'on monte sur fil guide et qui permet une zone de traitement de 20 mm à l'aide d'un courant bipolaire. Cette revue, la littérature, qui comprenait 293 patients, montrait un succès technique de 100%, et sur notamment 2 des principales études, une prothèse perméable pendant une médiane de 170 à 270 jours, une survie de 8 à 18 mois. Et sur les 2 études qui comparaient prothèse versus radiofréquence plus prothèse, la radiofréquence était un facteur indépendant d'amélioration de la survie. Une seule étude, à ma connaissance, comparant photothérapie et radiofréquence, rétrospective, 14 patients, donc peu de patients, sur des cholangiocarcinomes hilaires, qui étaient plutôt en faveur de la radiofréquence, avec une diminution de la bilirubine, moins d'obstruction précoce de prothèse et moins de complications septiques. Voilà, en synthèse, clairement dans le diagnostic initial, je crois que c'est surtout l'IRM qui a sa place. Comme l'a dit Christophe, dans la première année, il faut être vigilant et en cas de sténose symptomatique avec des perturbations du bilan hépatique, peut-être d'emblée aller l'explorer avec une CPRE. Sinon, dans le cadre de la surveillance, en cas de sténose vraiment suspecte de cholangiocarcinome, d'aggravation clinique ou biologique, à ce moment-là, faire une CPRE pour aider au diagnostic entre bénin et malin et faire le traitement. On a vu que le traitement des sténoses biliaires bénignes est efficace, prolonger la vie sans transplantation, que la méthode optimale n'est vraiment pas très claire, à voir au cas par cas, probablement un drainage plutôt bref à privilégier. Et en cas de cholangiocarcinome, la prise en charge est classique, soit un drainage biliaire en préopératoire en cas d'éventuel projet chirurgical, soit en palliatif, et on peut discuter un autre traitement endoscopique associé. Voilà, je vous remercie.